Bonjour à tous et bienvenue dans cette conf autour de la tyrannie de l'urgence. On m'a dit que le titre est racoleur et c'est pour ça qu'il y a du monde. Donc j'espère de ne pas vous décevoir. Donc pour commencer, comme veut la tradition, il y a un ensemble de sponsors dont OnePoint dont je fais partie, donc qui accompagne l'Agile Tour cette année. Et donc, voilà, la tradition veut qu'on commence un peu par remercier tous les sponsors. Donc, je respecte cette tradition. La tyrannie de l'urgence, à l'épreuve du réel. Juste quelques mots avant d'avancer. Me concernant, donc moi, je suis Issa Koné, donc je suis leader transformation chez OnePoint et j'interviens particulièrement aujourd'hui chez GRT Gaz, notamment, pour les accompagner dans leur transfo depuis 3 ans à peu près, et dont 2 ans en plein pandémie. Et le 2 ans en plein pandémie, c'est un peu ce qui m'a inspiré par rapport au titre, et notamment qu'on a un peu vu tous ces images un peu à droite, d'une part autour de ce qui pourrait être le plus important pour nous demain quand il y a une urgence, etc. Donc pour certains qui sont peut-être dans la salle, c'était des papiers toilettes, ça se respecte, hein. Pour d'autres, ça aurait pu être autre chose. Ce qui nous questionne un peu par ailleurs sur cette notion de valeur, dont je vais prendre un peu 2-3 minutes autour de 3 aspects que j'ai évoqués là et qui vont être un peu le fil conducteur de cette conf, parce que je ne pourrais pas les déterminer juste en 2-3 minutes, parce que ça serait trop long, mais c'est important de les évoquer. Le premier concerne la notion de valeur, qui est un peu le Graal et qui est un des thèmes un peu de cet Agile Tour de cette année, d'ailleurs ce qui m'a donné envie de venir. Mais la question que je pose derrière, et qui est aussi liée à l'expérience qu'on est en train de vivre en termes de transfo, c'est comment livrer de la valeur si on n'est pas organisé autour de la valeur. Première question. Le deuxième point concerne l'agilité, et là-dessus, je me suis challengé un peu en me disant, mais comment tu vas en parler en 30 secondes? Et j'ai trouvé une citation de Charles Péguy que je trouve sympa parce qu'elle dit beaucoup de choses. Il faut dire ce que l'on voit. Surtout, il faut toujours, ce qui est le plus difficile, voir ce que l'on voit. En d'autres termes, si vous n'êtes pas prêt à voir qu'il y a des problèmes dans votre organisation ou dans vos équipes, vous n'allez pas faire de l'agilité. Parce que tout ça va sortir du capot très vite et les équipes vont être impatientes que vous les traitiez derrière. Donc l'agilité coûte cher. Je ferme la parenthèse. Mais il faut le savoir. Et il faut être prêt aussi derrière pour l'assumer et mettre les moyens qui vont avec. L'autre point que j'ai mis en bas, j'ai mis un objectif en soi. Ça, c'était un peu moi, il y a quelques années, je dirais, quand j'ai démarré, il y a plus de 10 ans à peu près, quand j'arrivais, pour moi, l'agilité, il faut agiliser le tout, c'est un objectif. Mais avec le recul, aujourd'hui, je la vois plus comme un moyen, autour d'un mindset déjà, plus qu'un objectif en lui-même. Parce que changer une culture, maintenant que je m'attaque davantage aux organisations, c'est très, très compliqué. En fait. Donc, là-dessus, voilà, je dirais que j'ai un peu revu ma façon de voir les choses. Et le dernier point qui me semble important, sans jeu de mots, parce qu'on parle de valeurs, l'agilité, c'est aussi des valeurs. Et si j'en ai choisi un aujourd'hui, c'est l'engagement. Parce que très souvent, on pense que parce qu'on fait de l'agile, en fait, une équipe agile, c'est un peu la fête, quoi. On ne s'engage pas forcément. C'est tout sauf ça. Donc là aussi, il faut le savoir et il faut être prêt derrière pour l'assumer. Mais pour s'engager, comment s'engager à livrer de la valeur quand on n'a pas d'objectif et de vision? Là aussi, c'est des questions qu'une équipe agile peut se poser. Voilà en préambule ce que je voulais vous dire. Et pour les minutes qui nous restent, j'aimerais d'abord qu'on fasse une petite inclusion ensemble parce que je n'ai pas envie de partir les poches vides. Je vais vous donner beaucoup de choses aujourd'hui et j'aimerais partir aussi avec des choses. Et pour ça, j'aurais besoin de vous.
Donc, la deuxième partie concernera le pourquoi. On va rentrer un peu plus. Donc, je vais rentrer dans un tunnel sur les deux troisièmes parties. Donc, je vais vous saouler pendant une bonne demi-heure. Et puis, la déclusion, on essaiera un peu de partager ce qu'on a pu échanger ensemble. Donc, sans plus tarder, si vous voulez bien, tout le monde connaît Klaxoon. J'aimerais bien, si vous le souhaitez, vous connecter. Je vais lancer le chrono 2-3 minutes. Il y a 3 questions, il n'y a pas d'ordre. Vous pouvez y répondre tout simplement par rapport à comment vous êtes inspiré sur la question. La première question, parce qu'on parle de tyrannie, de l'urgence. Dans votre écosystème aujourd'hui, à votre avis, qui sont vos tyrans dans votre écosystème? Il me le faut demain, c'est très urgent, c'est très important, etc., etc. Et qu'est-ce qui vous fait dire que tout est urgent aussi? C'est la deuxième question. Donc, c'est un peu à chaque fois des nuages de mots qu'on voudrait avoir à la fin. Et puis, la dernière question, c'est comment vous gérez au quotidien cette tyrannie de l'urgence. Je dis bien gérer, pas lutter, parce que je pense que dans un écosystème volatile, incertain, complexe, ambigu, pour ceux qui connaissent VUCA un peu, c'est très compliqué de dire qu'on va lutter. On doit plutôt la gérer, c'est mon point de vue. Donc, on se donne 2-3 minutes. Mon timekeeper, est-ce que tout le monde a pu se connecter ou pas? Je vais me déplacer. Donc, un pseudo, et puis, après, on va enchaîner. Je cherche mon timekeeper. Est-ce que vous avez des tyrans? Moi, la personne qui a une moustache que vous avez pu voir peut-être dans le board et quelque part dans la salle, c'est mon tyran à moi. Je pourrais peut-être le reconnaître, il est là. Mais... Non, sur le board de Klaxoon. Oui, ah oui, ils n'ont pas cliqué sur les questions? Ah, ok. Bah, c'est pas grave. Donc, en jaune, mettez la réponse à la première. J'ai mis la deuxième couleur pour la deuxième question et la troisième couleur pour la troisième. J'organiserai, c'est pas grave, j'organiserai le tout après et je vous enverrai l'output. Juste changer de couleur pour changer de réponse à la question. Si jamais vous n'arrivez pas à cliquer sur le nuage de mots. Comment? En fait, quand tu écris une phrase, si tu ne mets pas des tirets entre chaque mot, chaque mot va être indépendant. C'est pas très grave ça. Il y a une autre vue qui me permettra de détailler. Exactement. Mais je consoliderai après, vous inquiétez pas. On se donne encore, on est à quart là, 1 minute et on enchaîne. On connaît pas mal là. Ok. Du coup, si c'est ok pour vous, on va partir sur un petit tunnel. Je vais essayer de rendre le plus agréable pour vous tous d'un quart d'heure là. De pourquoi on se retrouve dans une tyrannie de l'urgence à l'épreuve du réel. Donc, ce que j'ai essayé de faire pour essayer de répondre à cette question, je nous ai mis un peu des messages, en tout cas, qui pour moi sont essentiels autour de l'importance des garde-fous, j'y reviendrai, des objectifs, entre les objectifs individuels et les objectifs, même l'absence d'objectifs communs.
et je dirais même l'absence d'objectifs stratégiques par ailleurs partagés, qui peut être problématique autour de cette question. Le non-alignement des roadmaps IT et métiers, je pense qu'on a tous un peu vécu ça, notamment quand on planifie, que ce soit à l'échelle ou pas, pour une saison dans le cadre d'une échelle, dans un programme à l'échelle ou d'une équipe dans le cadre d'un sprint, ou tiens, les sujets techniques, où est-ce qu'on les met, est-ce que c'est prioritaire, bref, etc. Donc souvent, c'est lié à un non-alignement entre la vision IT et la vision technique. Et ce qu'on constate souvent dans le cadre des orgas, c'est que ces deux roadmaps, finalement, elles sont en parallèle, elles ne sont jamais vues comme étant un tout pour répondre à un besoin, à un produit qui va être délivré demain au client. Et en plus, on demande au PO, qui n'est pas forcément métier, de prioriser quelque chose qu'il ne connaît pas forcément ou il n'a pas forcément pris conscience de l'importance de l'aspect technique pour que son produit demain puisse être délivré, etc. Donc, si vous lui parlez de CI/CD ou des choses comme ça, c'est difficile pour lui de vous dire OK, ça c'est important. Et pourtant, s'il veut délivrer de la valeur demain, il a besoin d'une plateforme d'intégration et de déploiement continu. Donc typiquement, ça, ce sont des sujets qui peuvent générer une tyrannie de l'urgence par rapport à la gestion des priorités au quotidien. J'ai mis un chiffre, j'y reviendrai tout à l'heure, vous saurez pourquoi. Et si je zoome un peu plus, au niveau de l'organisation en tant que telle. Et là, ce que je vous raconte, c'est aussi lié à un vécu, soit en cours, ou soit peut-être un peu avant. Le premier, c'est autour de la gouvernance financière. La problématique qu'on rencontre souvent, par exemple aujourd'hui, c'est la course au ROI liée à un manque de confiance. C'est-à-dire, la gouvernance financière aujourd'hui, typiquement, on peut mettre beaucoup de garde-fous, avant de donner l'argent à telle ou telle équipe ou tel projet pour avancer, parce qu'ils ont l'expérience de beaucoup de projets à qui ils ont donné l'argent, ils n'ont pas forcément abouti, etc. Et du coup, ça devient un peu compliqué de ce point de vue-là. Et donc, un des garde-fous qu'ils peuvent mettre en avant, c'est il faut que tu me dises c'est quoi le ROI pour que je te donne mon argent. Et donc, là, c'est là où le management souvent aussi apparaît. Oui, mais moi, j'ai des équipes, il faut que je les occupe, sinon je risque de les perdre. Il y a une course à la montre comme ça qui se met entre il faut rapidement que je dise que ce que je vais faire à un ROI alors que je n'ai aucune idée de comment je vais le faire, je n'ai même pas de vision, etc. Mais il faut que j'écrive quelque chose pour convaincre que ce que je vais faire est important, pour maintenir mon dispositif, parce que je risque de le perdre. Donc, ça génère une urgence. Au sein de l'équipe même, ça génère de l'urgence parce qu'on se retrouve dans certaines équipes à essayer de prouver l'importance du fait qu'il faut que ça continue, etc. Bref, tout ça, ça génère un momentum qui est agréable pour personne et dans lequel va se retrouver un ensemble d'individus. L'autre point aussi qui peut générer ce tyrannie de l'urgence par rapport à la notion de priorité, et ça c'est un vrai problème, ce sont les fameux owners. Qui est responsable de quoi et à qui appartient quoi. Et sur cette question-là, quand on zoome un peu au niveau de l'organisation, c'est très compliqué en fait. Qui porte la vision, qui partage la vision, et quand on pose la question aux équipes, souvent elles n'ont pas non plus forcément la réponse. Donc ça, ce sont des choses très rapidement par rapport à votre écosystème qui peuvent vous dire attention, c'est un bon cocktail là dans lequel je m'inscris qui peut me générer des problèmes. Et puis enfin, les équipes ne savent pas dire non, soit parce qu'elles n'ont pas le courage, ou soit parce qu'elles n'ont pas les moyens de le faire. Et en parlant des équipes, je parlais des owners. J'ai des équipes produits, ou une équipe qui se dit produit, avec plusieurs PO en même temps. Je ne sais pas si vous êtes dans cette situation
parfois, vous avez une équipe et puis il y a plusieurs PO qui gèrent le même product backlog. Qui décide? Chacun, pour lui, c'est important ce qu'il a à faire. Donc, si vous êtes dans cette configuration-là, ça va être très, très compliqué de travailler dans un rythme soutenable, serein, en livrant de la valeur, parce que chaque commanditaire, en fait, voudra forcément faire passer ses sujets avant l'autre. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, la notion de sprint, alors que c'est une boîte de temps, on est censé livrer de la valeur, devient plus une course, en fait. On court, alors qu'on oublie que c'est une boîte de temps. J'ai même eu quelqu'un la semaine dernière qui m'a dit « Je travaille hors sprint. Je fais des choses, mais hors sprint. » Je lui dis « Mais comment tu peux faire des choses hors sprint? C'est une boîte de temps, c'est des 3 semaines. À moins que tu te déplaces dans un autre espace-temps, je ne sais pas comment tu fais. » Mais elle était persuadée que non, il y a des choses qui concernent le sprint et il y a des choses qui sont hors sprint. OK. Donc, typiquement, voilà ce que ça peut générer comme attitude un peu particulière. Pourtant, ça n'a pas de sens. Si on enlève sprint en mettant, je pense que c'est un peu compliqué. Et le backlog, j'ai mis 1450 et ça, c'est véridique. Vous êtes nombreux peut-être ici à avoir Jira comme outil. Je vous invite lundi, pour ceux qui ont Jira ou même un autre outil, de voir combien d'items sont dans votre backlog. Et ça, je l'ai fait pour une équipe 1450. 1450, si on imagine qu'on est sur un tableau physique, personnellement, je ne saurais pas les prioriser les unes après les autres. Je ne sais pas vous, mais je pense que c'est compliqué là-dessus. Et d'ailleurs, Jira nous joue un tour parce qu'on peut ajouter comme ça des tickets qui sont soit à l'échelle ou pas par ailleurs. Il ne nous dit pas non, il ne fait pas le café, Jira. OK, ajoute. Puis nous, on ajoute. Puis à un moment, arrive le coup de... En fait, on a plein de choses, le flux il est rempli, comment on fait, comment on priorise. OK, maintenant on veut prioriser. Ah, mais il y a 1400 items dans le truc, dans le backlog. Comment on fait? Ça devient compliqué. Donc, il faut qu'on se méfie de ce point de vue des outils déjà qu'on a entre les mains, mais que pour ceux qui peuvent faire l'exercice, vous risquez d'avoir des surprises dans vos équipes lundi prochain par rapport à la taille du backlog. Une fois que je vous ai raconté un peu tout ça, finalement, le tout prioritaire impacte la capacité à faire de l'équipe, forcément sa lassitude, etc. Et on se retrouve avec des équipes, et pour vous faire un retour d'expérience, il n'y a pas très longtemps, d'une équipe qui est vraiment sous tension. Mais elle est sous tension pour plein de raisons qui sont décrites ici. Et du coup, quand ils prennent la parole ou qu'ils s'adressent les uns avec les autres, et tout le monde est à fleur de peau. C'est-à-dire, dès que tu mets une virgule en trop ou un point en plus, voilà, ça génère des moments un peu compliqués. Et à côté de ça, on a une organisation, j'aurais pu prendre le même chiffre qui est là-bas, parce que je fais en ce moment un exercice qui m'occupe pas mal ces dernières semaines et mois, qui est autour de la gestion portefeuille, etc., sur le nombre d'initiatives que l'organisation elle-même voudrait pousser à ses équipes. Si je faisais le count, je pense que j'aurais pas mal de quelques dizaines de choses qu'on essaye comme ça de fourguer aux équipes pour leur dire il faut faire ça. Et tous les jours, on pense à des nouvelles initiatives qui arrivent. En d'autres termes, si c'est le souk en haut, en tout cas c'est comme ça que je l'ai compris désormais, maintenant que j'accompagne à cette partie-là, plus c'est le souk en haut, plus ça sera le souk en bas. Il ne faut même pas chercher à comprendre. En tout cas, moi j'ai compris comme ça. C'est-à-dire beaucoup d'équipes souffrent parce qu'au-dessus, il n'y a pas un alignement autour d'une vision claire, d'objectifs clairs, et puis tout le monde court en fait. On ne sait pas pourquoi on court et tout le monde se fatigue, etc. Donc
finalement, dans ce que je raconte ici, si on devait tenir, on va dire, 4-5 messages sur lesquels je vais revenir tout à l'heure en vous donnant des exemples pour illustrer aussi ce que je vous raconte, c'est l'importance de la vision. Donc, si vous n'avez pas de vision, c'est compliqué de livrer de la valeur derrière. Honnêtement. Le sens que vous donnez aussi à vos équipes par rapport à l'alignement qu'ils peuvent avoir par rapport à ce que vous souhaitez. Si là aussi vous ne l'avez pas mis en place, ou en tout cas vous pensez ne pas l'avoir, ça va être très difficile de livrer de la valeur dans un rythme soutenable, qui d'ailleurs est un principe dans les 12 principes du manifeste agile, pour info, ou pour rappel. La notion d'objectif SMART, je ne sais pas si ça parle à tout le monde, la notion de le SMART, mais il faut mesurer, évaluer et surtout faire des objectifs atteignables. Aujourd'hui, j'entends beaucoup les OKR et on les met, par exemple, un peu à toutes les sauces. Alors que les OKR, pour ceux qui connaissent un peu, c'est censé être ambitieux, nous pousser, on va dire, à réaliser des choses en se disant qu'à la fin, okay, si on est à 80%, c'est une réussite. Et si on est à 100%, on n'a pas été aussi ambitieux qu'on voudrait l'avoir. Il ne faut pas confondre ça avec des objectifs SMART qu'on peut mesurer et qu'on peut atteindre aussi, et qu'on a les moyens d'atteindre. Ça ne sert à rien de mettre un objectif si tu sais que tu n'as aucune chance de l'atteindre. C'est juste flinguer ton équipe. Tu sais que tu ne vas pas l'atteindre. Pourquoi tu le fais? Donc voilà un peu la big picture un peu que je voulais vous présenter aujourd'hui sur pourquoi on se retrouve dans une tyrannie de l'urgence à l'épreuve du réel quand on zoome un peu partout sur pas mal de choses, qu'elles soient autour du management, par rapport à des ambitions et des objectifs individuels. Ça aussi, on peut le noter dans certaines directions, qui compliquent aussi certains aspects dans la gestion des priorités, dans le ralentissement des prises de décision, etc., etc. Voilà le cocktail dans lequel il faut un peu se méfier. Maintenant, si on devait illustrer les choses, la première chose à faire, qui est importante, sur laquelle je vais revenir, que j'ai évoqué au début, parce que je l'ai fait. Déjà, si vous avez le cocktail de tout à l'heure, n'hésitez pas, ayez le courage de poser le crayon, honnêtement. Et je vais vous présenter un peu pour vous illustrer l'organisation autour de la valeur. Ce que j'ai fait, qui est en cours de construction, et pour une question de temps, je ne vais pas le décliner step by step, mais ce qui est important de savoir, quand on rentre on veut s'organiser autour de la valeur, la première question qu'on doit se poser, c'est un peu la première ligne de est-ce que aujourd'hui, mes équipes, mon organisation a une idée de mon flux de valeur opérationnel, pas de développement, opérationnel. C'est-à-dire entre qui déclenche la demande et qui bénéficie de la demande. Ce que je vous présente là, c'est un cas réel. J'ai un peu renommé les équipes, etc., pour pas un peu fustiger, ou en tout cas garder un certain niveau d'anonymat, mais la première ligne, les directions qui sont indiquées, donc là il s'agit de GRT Gaz notamment, existent, et donc elles interviennent par exemple sur ce flux de valeur pour la modification d'un ouvrage au service d'un client sur ces différentes étapes. Pardon. Ce qui est intéressant à savoir dans ce flux de valeur, c'est qu'on peut voir ici qu'on a beaucoup de systèmes, en tout cas certains, qui vont intervenir sur une même étape du flux de valeur. Deux questions peuvent se poser derrière. Est-ce que nos systèmes sont optimisés? Pourquoi on a 2, 3, 4 systèmes qui vont répondre à une même étape du flux de valeur? Ça peut se justifier.
Mais on peut aussi se poser la question, est-ce que les systèmes là, derrière, ils sont optimisés pour faire cela? Est-ce que ça ne génère pas soit de la perte de données, soit de l'incohérence, bref, d'autres complexités que les équipes opérationnellement, finalement, vont subir derrière parce qu'elles vont essayer de les rattraper sans forcément savoir que l'autre système, parce qu'il ne le traite pas, aussi une des raisons des difficultés qu'ils peuvent avoir. Donc, la première étape, pour vous donner un ordre d'idée, ça m'a pris l'équivalent de 3-4 ateliers. Un, pour faire comprendre cette notion de flux de valeur, la première étape, et surtout prendre de la hauteur par rapport à l'organisation. Parce que quand on fait cet exercice, il faut prendre le maximum de hauteur pour pouvoir identifier les directions, mais aussi les systèmes qui tournent autour de ce flux de valeur. Et ce qui évite par ailleurs, quand on fait des trains ou des passages à l'échelle, parce que c'est un peu la mode, on entend beaucoup les trains, etc. Souvent, la facilité, on prend un ensemble d'équipes, on les met dans un train, on fait un PI et on dit c'est bon, on fait de l'agilité à l'échelle. Dans cet exercice, ce qui est intéressant, c'est que derrière ces systèmes finalement qu'on pose, on va pouvoir identifier les équipes qui contribuent à ces systèmes. Et là, naturellement, le train, il a son sens. Et on sait pourquoi on est dans le même train quand on évoque l'agilité à l'échelle. On sait pourquoi on est 12 équipes ensemble. On sait qu'on doit adresser un flux de valeur et qu'on est organisé autour de la valeur. Et je sais à quelle étape j'interviens, je sais peut-être identifier mes dépendances au regard des autres systèmes, etc., etc. Et donc, dans cet exercice, comme vous pouvez le voir, qui n'est pas fini, mais déjà, ça donne une idée par rapport au nombre d'équipes, du nombre de trains potentiels qu'on va faire ou pas, etc. Mais au moins, ce train, il aura un sens, une direction, et il sera là pour délivrer de la valeur, mais pas juste de façon, comment on dirait, pas sur un ressenti, mais de façon factuelle. Et les équipes opérationnelles, si on descend plus bas, elles savent pourquoi elles font les choses aussi. Ça, c'est très important. Je vais avancer parce que ce sujet, je peux y rester un bon moment. L'autre aspect qui est important, donc j'en ai un peu parlé avant et j'ai repris ici, c'est autour des objectifs SMART pour un peu gérer cette tyrannie de l'urgence. Il nous faut des objectifs. Et mon retour d'expérience là-dessus, notamment, je trouve que c'est un des intérêts, en tout cas de l'agilité à l'échelle de ce point de vue. Et pas que d'ailleurs, parce que souvent on demande à une équipe qui est en Scrum et autres de se faire des sprint goals, par exemple. Ça doit vous parler. On dit, pour les 3 semaines à venir, avant de démarrer un sprint, posez-vous déjà, c'est quoi votre objectif de sprint? Déjà, on retrouve ça déjà rien qu'à la maille d'une équipe. Mais quand on prend la maille d'une saison avec un ensemble d'équipes, eh ben, ça a encore beaucoup plus de sens de ce point de vue. Je ne sais pas si vous me reconnaissez à droite, là, mais... Pour gérer aussi cette tyrannie de l'urgence, je n'ai pas mis tous les paradigmes, en tout cas de mon expérience, que je juge intéressant à avoir, mais il y a le premier déjà sur changer les clés du succès. L'histoire du coût, délai, qualité, le fameux triangle magique. La vraie vie fait que ça ne marche pas comme ça. En tout cas, si tu veux raisonner par rapport à la valeur que tu veux délivrer, ce n'est pas suffisant. Tu peux délivrer des choses à l'heure, mais ça ne signifie pas que tu as délivré à l'heure de la valeur. Tu as juste respecté un jalon parce que tu t'es mis d'accord avec ton client. Après, la MCO, ce que tu veux, tu vas la gérer, etc. Donc, ce qui doit nous importer par rapport à la gestion de cette tyrannie de l'urgence, mais aussi de la valeur qu'on souhaite ajouter derrière, c'est déjà plutôt raisonner autour de 3 axes. Le premier qui est important, c'est les objectifs business stratégiques. Par rapport à l'organisation, j'en parlais un peu tout à l'heure et je parlais des flux de valeur aussi.
qui permettent de faire le lien entre ce qu'on réalise et si demain on a de la priorisation aussi à faire, on sait pourquoi. Le deuxième point qui est important, c'est la satisfaction des utilisateurs. Petite anecdote, il n'y a pas très longtemps, autour d'un ensemble d'initiatives qu'on était en train de poser, j'ai posé la question pour qui on prévoit de faire cette initiative et pourquoi. Et une des réponses que j'ai eues, c'est pourquoi pas. C'est pas une blague, hein. La personne m'a dit pourquoi pas. J'ai dit ok, donc dans le canevas, il n'y a pas pourquoi pas, mais il va falloir quand même que tu essaies de me donner une réponse. Mais c'est là où des fois on voit le décalage entre ce que les bénéficiaires pourraient attendre et ce que certains pensent que les bénéficiaires attendent. Il n'y a pas eu l'exercice de est-ce que j'ai vraiment été chercher mes utilisateurs pour savoir quels sont réellement leurs problèmes et réellement est-ce qu'il y a un besoin derrière. Je vous parlais des 1450 items dans le backlog. Si on les passait les unes après les autres, on se pose la question parce que souvent en plus on dit que c'est des user stories. Donc dans user story, il y a user. Hein. Et si tu n'as jamais été voir un user, est-ce que c'est vraiment une user story? Question. Pour moi, non. Et donc, l'autre chose intéressante aussi dans cette démarche pour éviter et gérer cette tyrannie de l'urgence pour prioriser, c'est un peu ce que je disais, c'est qu'il faut aller sur le terrain. Et là, l'exemple que je vous mets là, j'ai vraiment accompagné une équipe qui s'apprêtait à réaliser un sujet pour une personne qui bosse dans ce qu'on appelle une fouille au sein de GRT Gaz avec un environnement de travail, des conditions de travail particulières. Et les personnes avaient comme idée de lui fournir une application sur son mobile pour qu'il saisisse les défauts qu'il pouvait trouver sur la Cana, alors que la personne travaille, il peut pleuvoir. J'ai vu, hein, il peut être couché dans la boue. Bref, les conditions faisaient et montraient, et j'ai filmé, que ce n'était pas forcément la bonne idée. Même si nous, on l'a pensé, on est expert dans les bureaux, ce qu'on veut, ce n'est pas forcément la bonne idée. Et le fait, du coup, d'aller sur le terrain et de les pousser à faire ce type de démarche, la victoire, entre guillemets, qu'on a eu derrière ça, c'est qu'ils ont au moins déclenché ce qu'on appelle un design sprint. Ça parle peut-être à certains ici ou pas, mais en tout cas, ça a permis de se dire, OK, on va prendre une semaine, on va amener nos utilisateurs bénéficiaires et on va vraiment essayer de comprendre de quoi ils ont vraiment besoin. Donc, c'était un peu la victoire qu'il y a eu derrière. Je vais avancer un peu, je regarde le temps. Moi, je suis un peu provoque à droite. Mais oui, le backlog, ce n'est pas une poubelle, quoi. On ne peut pas tous les 4 matins ajouter des items. Sinon, les 1450, on les atteint très, très vite. Donc, on doit être très, très vigilant là-dessus. Et quel que soit d'ailleurs le niveau, hein, qu'on soit au sein d'une équipe agile qui gère un backlog d'équipe ou qu'on soit au niveau d'un programme où on gère des features et autres selon le framework qu'on a choisi, ou qu'on soit au niveau portefeuille où on imagine des initiatives et autres, on ne peut pas tous les 4 matins remplir comme ça un backlog avec un ensemble d'items. Donc, par rapport à la notion de valeur qui nous intéresse par ailleurs, ça signifie qu'il faut qu'on ait au sein de chaque niveau, quelque part, des domaines de valeur, en tout cas des critères qui nous permettent de dire, OK, avant que je mette quelque chose dans mon backlog, il faut qu'au moins je me pose la question de pourquoi je le mets et quelle valeur réellement ça apporterait. Et peut-être aussi se poser la question, qu'est-ce que j'enlève? Parce que si on ne fait jamais le ménage, c'est compliqué. Et Jira, il ne dira jamais non. Il acceptera. Mais par contre, nous, à un moment donné, on va être noyé par tout ça. Et pour maximiser la valeur de ce qu'on veut produire,
c'est compliqué. Donc, les rôles qu'on connaît, et moi, que ce soit des product owners et autres, c'est important du coup dans cette gestion-là qu'ils incarnent quelque part ce rôle. Donc, si dans vos équipes, vous n'avez pas au moins des personnes légitimes ou pas, mais au moins qui ont cette redevabilité de s'assurer que ce qu'on met dans le backlog, au moins y réfléchir un peu avant ou le valider, ou en tout cas échanger dessus, n'hésitez pas à le faire. Si vous avez un vrai PO, c'est encore mieux. Si vous avez un vrai PM, c'est encore mieux. Mais voilà, ces acteurs-là, il faut vraiment les pousser à incarner leur rôle. S'organiser autour de la valeur, je vous en ai parlé un peu avant. Et j'ai mis quelque chose là, j'aimerais bien vous poser la question. J'ai mis un exemple de... Ça parle à tout le monde, c'est un Kanban classique. Maintenant, soyez honnêtes, je vais vous poser une question. On a tous des Kanban, je pense. Est-ce qu'au sein de vos Kanban, vous avez des seuils? Si oui, j'ai compté 7 ou 8. J'ai compté 7 ou 8 et demi-main. Je ne sais pas si je la compte, la demi-main. En fait, tout à l'heure, je vous disais, une équipe doit pouvoir dire non, en fait. OK? Pour ceux à qui le penny game, ça parle, notamment, on joue un peu avec les seuils sur les étapes d'un flux de valeur de développement, quel qu'il soit d'ailleurs. Ça aide à optimiser le flux. Donc ça, déjà, c'est la première, on va dire, bonne nouvelle. Mais la deuxième bonne nouvelle, si on met des seuils, c'est ce qui permet factuellement à une équipe de dire non. Moi, je veux bien que tu me donnes des choses. J'en ai parlé à quelqu'un tout à l'heure qui me dit, qui est Scrum Master, qui est dans la salle. Alors, mon équipe, on leur a amené plein de choses et puis ils doivent les faire. OK, bah, une réponse à ton équipe, si elle n'est pas déjà en place, c'est assurer qu'avec les commanditaires, vous avez partagé des seuils. Je ne peux pas tout prendre. Mon équipe, elle est limitée, ma capacité, elle est limitée. Et dans chaque étape du flux de valeur de développement, eh ben, on s'est mis d'accord sur des seuils. Donc, comment une équipe pourrait dire non, pour répondre enfin à cette question, et pas se retrouver dans la tyrannie de l'urgence au matin, midi et soir? Je vous invite vivement, parce qu'il n'y a que 7 ou 6 personnes qui semblent l'avoir, dès lundi, là, de poser le crayon et vous dire c'est quoi nos seuils au sein de notre flux de valeur de développement. Parce que sinon, même si vous dites que vous faites du Kanban, c'est une exigence de Kanban, d'avoir des WIP au sein de vos tableaux. Et Jira, on va dire que je parle mal de Jira, mais attention, ça aurait pu être un autre outil. C'est juste que ça me parle et que je connais beaucoup. Jira nous permet de déterminer des seuils, c'est très bien, mais il ne nous interdit pas d'ajouter des choses. Il va juste les afficher en rouge pour nous prévenir visuellement, mais il ne va jamais nous bloquer. Okay? Donc, à un moment, il y a les outils, mais il y a l'interaction humaine qui est importante. Donc, je vous invite vivement, si vous voulez dire non et va vous retrouver dans un mode, entre guillemets, tyrannique de ce point de vue-là, de vous poser la question si vous avez des seuils. Enfin, l'autre élément qui peut aussi être intéressant, toujours dans la gestion un peu de l'urgence par rapport aux besoins qui arrivent et sa qualité en termes déjà de vision, de besoins, de problèmes à régler et autres. Nous, aujourd'hui, on s'appuie beaucoup sur des canevas. Je ne sais pas si ça parle à tout le monde, mais c'est super pratique. C'est simple et ça permet très vite de savoir si ce qu'on veut faire a vraiment de la valeur au sens répond à un besoin ou pas. Il n'y a pas besoin de faire beaucoup de discours par rapport à ça. Et j'en ai mis quelques-uns, dont un
même chez nous, à OnePoint, n'est-ce pas Hervé? On s'est retrouvé dans plus ou moins la même situation dans un cercle Agora auquel j'appartiens, donc en interne chez OnePoint, où on s'est retrouvé avec plein d'idées, parce qu'on mettait des idées, pareil, voilà, c'était sympa, etc. Et puis à un moment donné, on a fait une rétro, et on s'est retrouvé avec, pareil, un backlog rempli de plein de choses. Et la première chose qu'on s'est dit, bah, comment on fait le ménage? C'est compliqué hein, de dire j'enlève ci, j'enlève ça, etc. Et du coup, ça nous a poussé avec deux porteurs qui étaient avec moi, d'essayer d'imaginer dans notre contexte, OK, bon, comment on pourrait se poser les quelques questions nécessaires pour nous, pour un peu dire, OK, si déjà cette question, ce petit thème-là, il ne répond pas, on le met directement à côté. Donc ça, c'est le genre de canevas où on retrouve souvent les mêmes questions, plus ou moins, pour qui, pourquoi, etc., mais qui permettent à une équipe, quel que soit d'ailleurs le niveau encore organisationnel, à l'échelle ou pas, de répondre à ce type de questions. Et du coup, de s'assurer que ce qu'on va faire a vraiment de la valeur. Un autre exemple par rapport à GRT, par exemple, pour nos initiatives et par rapport à toujours lié à notre sujet du jour, hein, de qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est urgent, etc. On a fait ce canevas aussi qui est intéressant et notamment l'étape 4. Je n'ai pas le temps de la développer, mais qui est essentielle, qui est la notion de MVP. Et tout à l'heure, dans une des slides, je vous disais, niveau organisationnel, il y a la gouvernance financière, il y a beaucoup d'acteurs souvent, de décideurs. Quand on veut financer un projet ou autre, comment on fait? Eh bien ça peut nous aider finalement, avant d'essayer d'imaginer tout ce qu'on va faire sur un sujet, déjà se demander quel est le minimum viable product du sujet et peut-être aller plus chercher demain l'engagement sur ça, plutôt sur des ROI qu'on a du mal à déterminer dans un premier temps ou justifier même. Et du coup, soit on invente des ROI, ou soit, du coup, ça, c'est pas trop sérieux. Donc, vaut mieux essayer d'être le plus factuel possible. Pourquoi pas derrière le MVP, essayer de voir c'est quoi le ROI, ce qui serait déjà plus honnête, parce que tu parles de quelque chose de factuel que tu as posé, parce que tu penses être le ROI, plutôt l'inverse, sans déterminer pour qui on fait les choses, pour résoudre quel problème, pour savoir quel besoin on fait les choses, arriver et dire, OK, moi, le ROI, ça serait ça. Ça, c'est compliqué derrière à justifier quelque part. Donc là, c'est un exemple, ça ne peut peut-être pas vous parler, mais c'est une V1, une illustration qui nous a permis aussi par ailleurs de mettre l'IT et le métier ensemble par rapport à la déclinaison d'un besoin donné. Et éviter le côté, le métier réfléchit de son côté, il donne à l'IT qui doit réfléchir de son côté, on se retrouve avec des roadmaps en parallèle, et une priorisation un peu compliquée derrière quand on rentre dans la réalisation réellement. Donc là, on a une réflexion commune, une vision commune qui peut être adressée sur un sujet donné par rapport à une solution qu'on souhaite apporter, des indicateurs aussi, ça c'est important, pour mesurer l'avancement du projet en question et pouvoir justifier de pourquoi du risque à ne pas le faire. Rien que ces questions, très vite, peuvent nous aider à dire « OK, on ne fait pas ». Et puis, on perd moins de temps à faire des dossiers pour monter des engagements financiers derrière. Parce que ça aussi, ça prend de l'énergie. Tout à l'heure, je parlais des équipes qui ont des backlogs remplis. Mais si on monte d'un niveau, même 2 au niveau de gestion de portefeuille, quand on a plein de sujets sur lesquels on doit aller chercher des engagements financiers, on se retrouve dans la même tyrannie de l'urgence. C'est-à-dire, j'ai plein de choses, j'ai plein de projets et il faut que j'aille les présenter pour avoir de l'argent. Tu te retrouves pareil dans ce circuit tyrannique et du coup, tu as du mal à prendre du recul pour faire les choses correctement.
On en est où, Timekeeper? Je sais pas. 51. 3 minutes. Je crois qu'on est pas mal. Je crois qu'on est pas mal. Je regarde juste. Ouais, je crois on arrive à la fin. On arrive à la fin. Peut-être l'occasion de prendre des questions aussi. J'ai mis le QR code pour faire un rôti par rapport à cette conf et puis peut-être profiter de ce moment, voir si on peut échanger, partager des expériences ou si par rapport à tout ce que je vous ai raconté depuis une bonne demi-heure, déjà, est-ce que juste en faisant comme ça, vous vous y retrouvez ou pas du tout et tout va bien chez vous Tout va bien. Est-ce que quelqu'un a une question? Est-ce que quelqu'un, lundi, va regarder le backlog dans Jira, voir combien d'items il y a dedans? Est-ce que c'était clair ce que je vous ai raconté ou je vous ai paumé? Je dirais la tyrannie, ils vont arriver, ils vont être déçus, ils vont partir avec rien. Sachant que les canevas qui sont là, je les mettrai dans le klaxon pour ce que ça intéresse, pour les télécharger. J'ai une petite question. Oui. Pour les UX, ils interviennent à quel moment au niveau de l'event storming, au niveau des US, à chaque US? Tout à l'heure, quand j'étais notamment dans la fouille, tu vois, où j'étais en train de voir le fameux bénéficiaire que je vous disais à qui on voulait faire une appli, moi, ma conviction, et ça n'engage que moi, c'est que dans une équipe produit, au sens large, avec les PO, le dev, etc., il est important que le PO, notamment, se fasse accompagner par un UX dès le départ. Mais vraiment dès le départ. C'est-à-dire déjà, notamment quand on va voir, on imagine des design sprints, j'en parlais tout à l'heure, pour imaginer les parcours utilisateurs, des choses comme ça. La compétence UX là-dessus, elle est essentielle, si on l'a. Donc, oui, l'UX, il faut le plus tôt on l'embarque dans la réflexion, mieux ça sera, même pour les développeurs derrière, pour ne pas imaginer des parcours compliqués dans ce qu'ils vont développer. Donc oui, l'UX, je n'ai pas fait la big picture de Boost IT de ce qu'on adresse. Ça peut être l'occasion dans un prochain event d'en parler. Mais oui, l'UX, il est essentiel dans une démarche pour apporter de la valeur. Ça, c'est certain. Une des complexités une des complexités quand même de ce qui a été présenté, en tout cas moi de ce que je rencontre, c'est que des fois c'est déjà compliqué de dire à l'équipe ou aux équipes, posez le crayon. Bah non, faut qu'on délivre, faut qu'on avance, etc. Ouais, mais ça sert à rien. Enfin, derrière, il faut que tu arrives à toper, on va dire, le middle management, on va dire ça comme ça. Et plus tu montes en strat, moins c'est évident. Enfin, tu vois, il y a un moment donné, toi, en tant que Scrum, en tant que PO, en tant que PM, tu arrives un peu à une sorte de plafond de verre, quoi. En tout cas, moi, en tant que coach ou accompagnant, j'arrivais à toucher des PM, plus ou moins, mais derrière, c'était au-dessus. Et de dire au PM, poser le crayon, qui me disait, tu peux te tromper, quoi. Mais ça, c'est compliqué, quoi. C'est intéressant, mais ça rejoint ce que je disais tout à l'heure sur l'importance des seuils. C'est-à-dire, à un moment, il y a ce qu'on peut dire, on est d'accord, pas d'accord, et puis il y a le côté factuel. Lorsque tu me montres un Kanban avec des seuils qui ont été établis par l'équipe sur lesquels on ne peut pas avancer parce que le flux, il est bouché,
Donc, la personne décisionnaire et autres ne peut que constater ça. Elle ne peut pas dire c'est pas vrai. Tu n'es pas en train de lui raconter des histoires. Donc, factuellement, tu lui montres ça. Mais pour pouvoir faire ça, il faut déjà que l'équipe aussi, dans ses pratiques, elle le mette en place. Sur une itération, 2 ou 3 aussi, qu'elle prenne l'expérience qui va bien pour savoir réellement, en fait, nos seuils, c'est quoi. Pour que derrière, on puisse dire non, et expliquer pourquoi on dit non, et intégrer, pourquoi pas, ces décideurs aussi dans le flux le flux de travail, hein, peut-être en amont. Tout à l'heure, je ne sais pas si vous voyez le Kanban que je montrais, mais ce qui peut être intéressant aussi, quand vous faites... je vais y revenir juste 30 secondes, mais ça peut vous aider. Tac, tac, tac. Ah, il a là. Ce qui est important, donc j'ai parlé je parlais un peu des seuils, mais ce qui est important aussi, c'est les dot by step, quoi. C'est-à-dire quand je passe d'une étape à une autre. Donc typiquement, si on suppose qu'on arrive à intégrer un manager ou un décideur au début du flux de valeur de développement en lui positionnant un seuil par rapport aux choses au nombre de choses qu'il peut ajouter, on peut aussi s'accorder avec lui des règles. Des règles. Ce que je disais un peu au début, l'agilité, ce n'est pas la fête, c'est des règles. Des règles qui font que tu as le droit de m'ajouter de nouvelles choses. Donc ça, ces règles aussi, elles se font en équipe et c'est l'intérêt d'être accompagné pour les faire en équipe, leur donner du sens aussi. Sinon, c'est compliqué. Mais ça reste factuel, ce n'est pas sur du ressenti. Donc déjà, ça, c'est peut-être un point pour déjà commencer en amont à couper le robinet un peu et peut-être prendre d'autres décisions. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, si j'étais clair. C'est bon pour vous? Allez, une autre question. La demi-main, j'aimerais bien avoir ton... Pourquoi tout à l'heure, tu as... Oui, sur les VIP. Oh. Ah, ok. L'habitude avec le micro. Comment on fait quand le côté financier impacte du coup les motivations et l'utilité de développer quelque chose? Par exemple, il y a des éléments qui sont totalement priorisés parce que à ce moment T, si on le fait, ça va coûter moins cher que si on le fait plus tard, alors que l'utilisateur final peut dire moi j'en ai absolument pas besoin maintenant et il y a d'autres trucs dont j'ai besoin maintenant, mais que j'aimerais bien que je priorise, mais qui ne sont pas priorisés parce que financièrement, vaut mieux aller vers ça et pas vers là. Donc, quand il y a cet écart entre les objectifs, entre certains objectifs qui suivent le côté financier et les objectifs propres au métier et à l'utilisateur, comment on fait et quel mot on a? Du coup, à cette question-là, donc ça fait partie des sujets qui nous préoccupent en ce moment. C'est là où on s'attaque un peu à la transformation de la gestion du dit portefeuille. C'est-à-dire, aujourd'hui, les équipes se disent on travaille pour livrer de la valeur. Mais elles ne sont pas financées au regard de leur capacité de travail. Tout à l'heure, je vous montrais un flux de valeur opérationnel dans lequel on a un ensemble d'équipes qui travaillent. Si demain, et c'est l'intérêt de la notion de portefeuille notamment, portfolio, on arrive à financer une capacité de développement sur un an des équipes qui contribuent à ce flux de valeur, la réponse à ta question va être très simple. On va réellement piloter par la valeur. On ne va plus se soucier du caractère financier, puisque dès le départ, on s'est dit, par rapport à ce flux de valeur opérationnel, au flux de valeur de développement qui vont y contribuer, et du coup, on s'est estimé plus ou moins de façon budgétaire combien ça va nous coûter. Si on le finance dès le départ, et donc là-dessus, c'est un vrai changement aussi de mindset par rapport à la confiance d'une gouvernance financière, du coup, qui va donner un billet pour budgéter en gros tout ton dispositif.
derrière, la réponse à ta question va être très simple. La seule question la seule chose qui aura un sens, c'est la valeur. On va réellement piloter par la valeur. Donc, si l'utilisateur dit « moi, j'ai besoin de ci » et il y a des owners qui incarnent leur rôle et qui priorisent, parce que là aussi, c'est important. Ce n'est pas parce que l'utilisateur il dit qu'il faut faire. Attention, ce n'est pas ça que je dis. Hein. Mais par contre, en insight, quand tu es dans une approche produit, les demandes d'utilisateurs sont importantes à intégrer, ne serait-ce qu'en input. Mais celui qui va décider de l'exécution, de la réalisation, c'est les owners. Donc, deux choses. Si tu n'as pas de owner, c'est compliqué, clairement. Et si tu n'es pas en capacitaire, ou en tout cas avec un dispositif qui est financé, qui permet de piloter uniquement par la valeur, la réponse à ta question, elle est difficile. C'est-à-dire que déjà, le système en lui-même, il est bloqué. En fait. Donc ça, c'est la réalité. Après, on peut mettre du Scrum, on peut mettre du Kanban, on peut mettre ce qu'on veut, mais on n'est pas des magiciens. Il y a une réalité, si elle prend le dessus, et si cette réalité, on ne la transforme pas non plus, c'est compliqué. Je suis arrivé à la fin, mon timekeeper m'a dit que c'est la fin. Merci à tous. Et puis...